Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bande Touche, votre premier numéro de la saison. Durant toute l'émission, moi et mes chroniqueurs allons décrypter l'actualité sportive du week-end, vous faire découvrir des sports, vous rappeler de bons souvenirs, débattre, jouer, bref, il va se passer plein de choses pour cette première. Cette émission est possible car je ne suis pas tout seul. À la régie, nous avons un homme qui a fait Nice-Paris à vélo en 14 jours pendant que d'autres préfèrent prendre un taxi pour faire 500 mètres. Bonjour Benjamin Brutto. Bonjour à tous. À ma droite, un véritable artiste de la langue française et amoureux du jeu de mots et des calembours. Bonjour Marc-André. Mais bonjour Manuel. Il a eu 20 ans il y a 2 jours, c'est à souligner, et il a accompagné déjà à cet âge-là Benjamin dans ce périple direction la capitale. Bonjour Albin Texera. Bonjour Manuel. Pour finir, mon quatrième chroniqueur nous vient tout droit du sud-ouest de la France. Ariégeois et fier de l'être, son accent chantant nous donne le sourire à chaque instant. Bonjour Célian Villatoro. Bonjour Manuel. Les présentations sont maintenant faites, on va pouvoir démarrer tout de suite avec le flash info de Marc-André. L'essentiel des résultats sportifs de ce week-end en 2 minutes, Marc. En Ligue 1 tout d'abord, le PSG prend le large en tête du classement après sa victoire 3-0 sur la pelouse d'Ajaccio, un but de Messi et un doublé de Mbappé. Les Parisiens profitent du match nul de Lorient à 3 et de la défaite de Marseille contre Lens pour prendre 5 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1. Rennes remonte à la 4e place grâce à un 8e match sans défaite à égalité de points avec Monaco. Première victoire pour Laurent Blanc à la tête de l'Olympique Lyonnais, un but de Lacazette à la 90e minute qui permet aux Gaunes de remonter à la 8e place. Enfin en queue de peloton, Brest, Auxerre, Ajaccio et Angers occupent les places de relégables. Coupe du monde de rugby féminin et contrat rempli pour nos Bleus. Une victoire nette et sans bavure face aux îles Fidji pour les protégés de Thomas Darak. Score final 44-0 et un bonus offensif à la clé. Une deuxième victoire en 3 matchs qui permet aux Françaises d'assurer la 2e place de leur groupe, juste derrière les intouchables anglaises. Pour allier la finale, il faudra d'abord se défaire de l'Italie ce samedi matin, 5h30. Une équipe surprenante qui nous a joué un mauvais tour en match de préparation cet été. Nul doute que nos joueuses seront revanchardes. Et en cas de victoire, la France affronterait l'ogre néo-zélandais en demi-finale. Formule 1 et une nouvelle victoire cette saison pour Max Verstappen. 13e victoire en 20 courses pour lui à l'issue de cet avant-dernier Grand Prix de la saison. Lui qui est déjà champion du monde, le néerlandais a néanmoins dû batailler face à Lewis Hamilton jusque dans les derniers tours pour l'emporter. Le britannique s'empare donc de la 2e place, Charles Leclerc complète le podium. A noter que Red Bull s'est octroyé également le titre de champion des constructeurs grâce à la 4e place de Pérez, combinée à l'abandon de la Ferrari de Carlos Sainz. Enfin en MotoGP, Fabio Quartararo retarde une ultime fois le titre de Francesco Bagnaia. Parti 12e sur la grille de départ et auteur d'une formidable remontée pendant la course, le Niçois n'a malheureusement pas pu empêcher Pecco Bagnaia de remporter le Grand Prix de Malaisie. L'Italien termine une fois de plus devant le Français et le relègue à 23 unités au classement. Mathématiquement, tout reste possible pour Quartararo, même s'il faudra un véritable miracle à Valence dans 2 semaines pour qu'il conserve son titre de champion. Le Français devra impérativement l'emporter et voir le pilote Ducati finir au-delà de la 14e place pour conserver sa couronne. On croise tout de même les doigts pour Fabio. Merci Marc pour ce flash info, on passe tout de suite à la chronique Explorateur. Le principe est simple, un sport inconnu du grand public va être disséqué, va nous faire rêver, je l'espère en tout cas. Célian, c'est à vous, vous allez nous parler de bois, de hache, je ne sais pas trop de quoi, mais faites-nous rêver. Merci Manuel. Le métier est devenu un sport mondial, le bûcheronnage sportif appelé timber sport, né au 19e siècle en Australie et en Nouvelle-Zélande par des bûcherons organisant des concours à la scie et à la hache. Il faut attendre 1891 pour voir le premier concours officiel se dérouler en Australie. Aujourd'hui, ce sport a été adopté dans plus de 20 pays. La France en fait partie grâce à l'enseigne Style, une marque d'outils pour bûcherons organisant de nombreuses compétitions. Alors pour vous donner une idée, c'est le même principe que Red Bull avec les courses de caisse à savon. Pour revenir à nos bûcherons, un championnat de France est organisé chaque année et depuis 2019, les femmes peuvent aussi y participer. Alors, pour vous donner un petit chiffre, dans le monde, 20 000 personnes pratiquent le bûcheronnage sportif. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de ce sport, il y a un championnat du monde qui arrive bientôt. Exactement, les 28 et 29 octobre 2022 à Göteborg en Suède, la compétition la plus importante pour les 120 meilleurs bûcherons du monde. 20 pays s'affrontent par équipe dans 6 disciplines, 3 à la scie et 3 à la hache. L'équipe d'Australie est favorite, elle a remporté à 2 reprises ce championnat du monde en 2018 et 2019. Pour représenter la France, 5 athlètes avec comme capitaine Pierre Puybarré, Guillaume Mouret, Cyril Marchal
Élie Pagen ou encore Loïc Voinzon. Une épreuve individuelle est aussi au programme avec notre meilleure chance française, Pierre Puy-Barré. Mais alors, qui est Pierre Puy-Barré ? Alors, sextuple champion de France à tout juste 34 ans, Pierre Puy-Barré est aujourd'hui le meilleur français dans le bûcheronnage sportif. En 2021, le Corrézien finit 5e mondial et bat tout de même le record du monde de single buck, sa discipline favorite, consistant tout simplement à couper un rondin de bois avec une scie de 2 mètres de long. Son temps 11 secondes 58, il espère monter sur le podium et conserver son record du monde, comme il explique dans une interview accordée au youtubeur Steven K. Bah là, on va préparer la saison 2022. Après, bah, le projet, ça serait d'être champion d'Europe et pourquoi pas champion du monde, même si c'est un gros rêve, mais c'est le but de tout compétiteur, quoi. Merci Célian pour nous avoir fait découvrir. Est-ce que ça a donné envie de s'inscrire à certains autour de la table ou pas ? C'est une envie que j'ai toujours eue. Oui, Là, vous, on le sait. et là, tu Là, m'as donné vraiment. envie, là, tu m'as donné envie. Là. Merci en tout cas Célian pour nous avoir fait rêver. On passe tout de suite au débat du jour. C'est l'heure du duel. La question du jour est simple. Elle concerne notre bonne vieille Ligue 1 qu'on apprécie tant. Messieurs, quelle équipe vous a agréablement surpris ou au contraire déçu depuis le début de saison ? Chaque chroniqueur, je l'explique, aura 30 secondes pour parler de sa surprise de la saison et on en débat tous ensemble après. Qui veut commencer ? Peut-être Marc ? Oui, une déception, moi, pour commencer. Un club qui était aux portes de la Coupe d'Europe il y a 4 mois et qui est aujourd'hui menacé par la zone rouge, c'est le Racing Club de Strasbourg. Une seule petite victoire pour les Alsaciens cette saison après 3 mois de compétition déjà, et c'était chez la Lanterne Rouge, Angers. 6 matchs nuls et 6 défaites qui complètent le bilan. La faute avant tout, je pense, à un cruel manque d'efficacité devant le but, parce que les hommes de Julien Stéphan possèdent cette saison seulement la 19e attaque de Ligue 1 avec 12 buts en autant de rencontres. Des mauvaises performances qui s'expliquent aussi par un mercato d'été presque inexistant, aucune arrivée en attaque, aucune arrivée au milieu de terrain non plus. Ce qui est vu comme un manque d'ambition selon les supporters alsaciens, après une saison pourtant exceptionnelle qui s'est terminée à la 6e place. Ajoutez à cela un nombre conséquent de décisions arbitrales défavorables pour les Strasbourgeois. On en reparlera. En résumé, une attaque défaillante, et il me semble que Strasbourg est l'une des équipes qui a touché le plus de poteaux cette saison. Et un mercato plus que décevant aussi. Une déception pour Marc-André. On rappelle quand même que Strasbourg, c'est le 2e taux de remplissage en France quand même. Donc les supporters n'abdiquent pas et ne lâchent pas leur équipe. Célian, vous êtes très content d'ailleurs d'une équipe. Oui, très content du Toulouse Football Club. On le sait, l'année dernière, ils ont fini premier de Ligue 2 BKT. Et cette saison, ils ont su créer leur style de jeu. Ils sont actuellement 10e au classement de la Ligue 1. Ils ont fait une bonne performance face à Paris malgré leur défaite 3-0 à domicile. Ils ont fait le nul face à Lyon et une victoire écrasante 4-2 face à Montpellier. Alors, comment l'expliquer ? Depuis 2020, le club a été racheté et c'est basé sur la data, sur les chiffres, chercher des joueurs dans des deuxième voire troisième division néerlandaise, anglaise, comme c'est le cas de Branko van den Boomen. Il a été repéré en 2e division néerlandaise par la data, ils l'ont récupéré et l'année dernière il a fini meilleur joueur du championnat de Ligue 2 BKT avec 20 passes et 12 buts. Autre exemple, Rissili qui est malheureusement blessé actuellement a été meilleur buteur l'année dernière avec 20 buts à son compteur. Il est arrivé lui de 3e division anglaise. Pour finir, 50% de l'effectif actuel du Toulouse Football Club a été recruté par la data. Intéressant quand même ce système de recrutement effectivement. On va passer à vous, Albin. Vous allez nous emmener en Bretagne, mais vous allez surtout nous amener sur le podium de la Ligue 1. Ouais, Lorient, on dit souvent que c'était un tube de l'été, mais là actuellement, c'est plus un tube de l'été. Ils sont clairement au top de leur forme. Ils ont fait un début de saison tonitruant. Jamais ils ont pris autant de points. Là, ils sont 3e. Alors, comment on peut expliquer ce début de saison ? Alors, on a Régis Lebris, le coach, qui a posé vraiment sa patte. Il a réussi à faire une cohésion de groupe. Lui-même l'a dit, il y a eu un travail en amont tout au long de cette saison. Lui qui est arrivé en 2012 au club à Lorient en tant qu'adjoint de Christian Gourcuff, il a dit c'est pas un travail du jour au lendemain, c'est un travail sur la longueur. Christian Gourcuff, il était là pendant 25 ans, donc il y a aussi un héritage Christian Gourcuff qui s'applique cette saison et on le voit à travers le jeu. Après, on a des joueurs qui sont en grande forme, Terem Moffi qui a 8 buts, qui est le 4e meilleur buteur de Ligue 1 là, aujourd'hui, à 2 petits buts de Kylian Mbappé.
Honnêtement, Terem Moffi, c'est lui qui porte le FC Lorient en ce qui concerne l'attaque. Après, on a Enzo Lefebvre qui est également très bon. Et je trouve qu'on ne parle pas assez d'Yvon Mvogo, qui est le gardien. Il a encaissé seulement 7 buts dans ce début de saison, alors que l'année dernière, juste pour rappel, Lorient, c'était 63 buts encaissés en Ligue 1. Impressionnant. Régis Lebris, première expérience sur un banc de Ligue 1. Ça se passe quand même super Plutôt bien concluant. plutôt concluant, tout à fait. On va finir avec vous. Benjamin, pourquoi Enzo Benjamin, on va finir avec vous avec une énorme déception. Énorme Quand même. déception. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas. De base, c'est vrai que je vais parler de l'OGC Nice. L'OGC Nice avec le projet Ineos, on s'attend à des grandeurs sur le marché des transferts, à une équipe qui tient la route. On a un nouveau coach qui est arrivé cet été, Lucien Favre. Pas vraiment nouveau, mais on s'attend forcément à de belles choses au vu des souvenirs qu'il nous avait laissés sur la Côte d'Azur. Là, le début de saison est tout simplement catastrophique pour l'équipe du Suisse parce que les Niçois sont 12e du championnat avec seulement 13 points, 3 petites victoires pour 4 nuls et 5 défaites, 11 buts marqués, 15 encaissés. Pour une équipe la saison dernière qui avait terminé meilleure défense à égalité avec le Paris Saint-Germain avec 39 buts en 38 journées, on est loin de ces temps de passage-là comparé à l'année dernière. Au niveau du mercato, il y a eu pas mal d'arrivées et pas mal de départs. Il y a eu 11 arrivées et 11 départs. Notamment en départ, on parle de Guiri et Benitez, c'est quand même pas rien. Mais derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été fait pour remplacer vraiment au niveau du poids dans le vestiaire, parce que c'était 2 leaders de vestiaire, un leader d'attaque qui, début de saison l'année dernière, fantastique. Cette année, Laborde, qui a été donc échangé contre Guiri plus de l'argent, peine à tout simplement à valider son statut, donc très très compliqué pour Nice. C'est une énorme déception parce qu'en fait, il n'y a pas de fond de jeu. Oui, c'est vrai Tout qu'on s'y attendait pas. C'est surtout offensif qui a vraiment un gros souci. Il marque pas beaucoup de buts, malgré l'attaque et quand même Nicolas Pepe, Gaëtan Laborde. On s'attendait quand même à mieux. J'aimerais, maintenant qu'on connaît vos surprises, messieurs, j'aimerais quand même qu'on déborde un peu plus sur la Ligue 1 en elle-même. Quand on voit des Lorient, des Lens sur le podium et des Lyon très bas, est-ce qu'il n'y a pas un renversement de statut? Est-ce que le budget d'un club ne fait plus grand-chose? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, je pense avant tout, c'est la motivation des joueurs, c'est l'entente dans le vestiaire, tout simplement. On peut avoir les meilleurs joueurs du monde dans une équipe, ça ne peut ne pas fonctionner en fait. Et on le voit, c'est la manière dont les joueurs s'adaptent, ils se voient en dehors du terrain, et je pense que ça fait la différence dans de nombreux clubs. Benjamin, peut-être. Alba, bien sûr. Ouais, il y a un électrochoc, on a vu, qui a été fait du côté d'un club, comme j'ai dit, Lorient l'année dernière qui jouait le maintien. Maintenant, ils sont sur le podium. Après, on a des clubs comme Lens, honnêtement, 2e de Ligue 1, c'est plus une surprise. Lens, Exactement, c'est une continuité de l'année dernière. ouais, c'est de l'année dernière. Je veux dire, c'est en fait des clubs qui, voilà, ils sont remontés en Ligue 1 et ils ont un projet sérieux sur le long terme. Moi, quand on parle de Nice, on parle d'un projet sur le long terme avec le projet Ineos qui est venu il y a quelques années. Bien sûr. Et j'ai l'impression que sur la longueur, ça s'effiloche. On n'est pas sur un projet vraiment sérieux. On parlait d'un championnat, d'un club qui allait rivaliser avec le Paris Saint-Germain. On découvre que non, là, ils sont 12e de Ligue 1. Très proche quand même des relégables, c'est inquiétant. Et après, on a des clubs comme Strasbourg qui pourtant sont très bien gérés. Bien sûr. Mais je pense que là, il faut un électrochoc au niveau des joueurs. Alors peut-être est-ce que c'est se séparer de Stéphane? S'il faut passer par là, C'est Julien Stéphan qui a quand même fait un super fin de dernière, saison quand voilà. même. Il fait quand même une saison magnifique. Il se qualifie en Ligue Europa Conférence avec Strasbourg, quand même, c'était pas prévu. Mais quand on voit, Alors non, il échoue à pas il beaucoup. échoue, Il n'a pas pardon. fini finalement. Et c'est peut-être pas Pas plus plus mal mal. pour les Ah, Strasbourgeois d'accord. parce que gérer à la fois l'Europe et la France, là, ça aurait été compliqué pour eux. Ils n'ont pas une profondeur de banc exceptionnelle. Donc, avec les quelques blessés qu'ils ont et le mercato On est d'accord. très décevant qu'ils ont. Donc, je pense qu'ils sont un peu le moral dans les chaussettes étant donné le manque de réussite qu'ils ont. Il leur faut un match où ils ont la baraka pour qu'ils se relancent. Je pense que ça reste une bonne équipe avec les liens qu'ils avaient l'an dernier lorsqu'ils ont fini 6e. Ça peut repartir, il leur faut un électrochoc, comme a dit Albin. Mais et quand on voit aussi l'année dernière quand même la relégation de Bordeaux et Saint-Etienne, qui sont quand même des clubs historiques de Ligue 1, comment est-ce que vous le ressentez ça? Est-ce que c'est excitant de voir des petits clubs monter, de voir des gros clubs peut-être, on va pas dire échouer, mais descendre? C'est la magie du football. Le sport, c'est pas une question d'argent. Quand on voit tout ce qui peut se passer dans le sport, c'est ça qui fait le charme et pourquoi on aime le sport. C'est que tout simplement, même si sur le papier on a beau avoir la meilleure équipe, etc., parfois c'est pas le cas et on peut le voir. Et du coup, Saint-Etienne et Bordeaux en ont fait les frais.
Saint-Etienne, c'est plus une mauvaise gestion, je pense, qu'un échec sportif avant tout, parce que la C'est vrai que gestion dans la direction, il y avait eu catastrophique. Mais, des grosses mais- difficultés. ouais. Bordeaux et Saint-Etienne, surtout, comment dire, on voit à Lyon par exemple qu'il y a l'ADN lyonnaise avec. Ils ont fait revenir des anciens lyonnais. Il y a souvent 7 joueurs sur 11 qui débutent le match qui sont lyonnais, qui aiment porter ce maillot, du coup, qui ont un lien avec ce maillot. On a vu l'an dernier un derby Lyon-Saint-Etienne où les 11 Stéphanois, peut-être à l'exception d'Étienne Green, il me semble, qui arrivaient dans le club et qui n'avaient pas forcément cet amour du maillot et qui n'étaient pas prêts à se battre à 100% pour le club. C'est Lyon. Oui, après, côté positif quand même, Saint-Etienne et Bordeaux, plus particulièrement Bordeaux, ils ont fait jouer beaucoup de jeunes cette saison. Bien sûr. Et je pense qu'ils vont retrouver quand même une certaine énergie grâce aux jeunes de formation. Et je pense que c'est ils doivent redescendre pour mieux remonter, je pense. C'est possible, une bonne idée. Albin. Il faut vraiment prévenir que, attention, il y a 4 clubs qui descendent. Il faut le rappeler, 4 clubs qui descendent puisqu'on passe à une ligue à 18. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait 1 ou 2 clubs comme Bordeaux, comme Saint-Etienne qui redescendent. Attention Montpellier, attention Nice, c'est des gros clubs qui pourtant ont le budget, mais qui ont du mal dans le jeu. Donc attention. En tout cas, ça nous annonce une fin de saison, on va dire palpitante, où tout peut arriver et on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Merci pour ce débat, messieurs, sur notre Ligue 1 qu'on apprécie. Et on va passer tout de suite à la chronique Pépite. Et Albin va nous parler de la bête française. Et oui, Manon Fiorot, ce nom vous est peut-être inconnu, et pourtant c'est la combattante MMA qui est en pleine ascension. La Française a battu samedi soir lors de l'UFC 280 à Abu Dhabi la numéro 1 de la catégorie des poids mouches, Kathleen Chookagian. Malgré 3 rounds serrés, The Beast, comme on la surnomme, a réussi à se détacher pour sortir comme la gagnante unanime. Et on écoute d'ailleurs tout de suite sa réaction d'après-combat en conférence de presse. C'était un combat assez serré parce que j'ai voulu la boxer absolument, la battre en striking, alors que j'ai vu que c'était beaucoup plus facile en lutte, alors j'aurais pu me faciliter le combat en l'emmenant au sol de suite, mais voilà, c'est une victoire contre la numéro 1. Une victoire contre la numéro 1 de la discipline, comme elle le dit si bien. Cela permet d'engranger de l'expérience en vue d'un combat futur afin d'obtenir la ceinture de la péruvienne Valentina Shevchenko. Et en plus d'être tricolore, c'est aussi une sportive locale. Et oui, elle s'entraîne activement au Boxing Squad à Nice. Elle a réussi à se former une famille autour d'elle. Aldric Cassata, l'ancien coach de l'équipe de France de MMA amateur, et son entraîneur principal, Christophe Midou, le pionnier du MMA en France, fait également partie de son staff. Alors, son entourage peut être l'une des explications de sa charge de travail conséquente, qu'elle s'impose tous les jours dans la cage niçoise. En tout cas, ce n'est pas une réelle surprise, qu'elle soit de la région, les connaisseurs le savent, il y a un vivier de talent en sport de combat conséquent dans la région. Un exemple donc pour les futurs combattants en devenir. Merci Albin, on passe tout de suite à la chronique Histoire. Et c'est Benjamin qui va nous emmener dans nos souvenirs. Ce week-end avait lieu un Manchester United-Chelsea qui s'est terminé par un partout. Vous l'avez sûrement suivi sur les antennes d'RMC Sport. Mais il y avait un autre Manchester United-Chelsea en 2008, assez légendaire quand même. Oui, mesdames et messieurs, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous laisser transporter. Les Blues de Chelsea se présentent avec des Drogba, Ballack, Lampard, Essien, Terry ou encore les Français Makelele et Malouda. En face, l'entraîneur iconique de Manchester, Sir Alex Ferguson, a couché sur la feuille de match des noms ronflants comme Van der Sar, Vidic, Evra, Tevez, Carrick ou encore le jeune Cristiano Ronaldo. Vous le sentez, ce que je vais vous raconter est un match de légende. Un match d'une importance sans commune mesure, c'est une finale de Ligue des Champions. Une finale que CR7 a décidé de marquer de son empreinte. 26e minute, dans une situation difficile, Paul Scholes arrive à transmettre le ballon pour Brown aux abords de la surface. La suite, simplement l'histoire. Ronaldo s'élève dans les airs du stade Luzhniki et place un coup de tête imparable pour Peter Cech. Le Portugais vient de marquer son 8e but en 11 matchs de Ligue des Champions, le 39e en club cette saison. Pour un gamin de 23 ans, rien que ça. Mais dans un match de légende, il y a forcément deux équipes. Les joueurs de Roman Abramovich n'abdiquent pas et égalisent juste avant la mi-temps par Frank Lampard. Chelsea terminera le match à 10 après l'expulsion de Didier Drogba pour une gifle sur Vidic durant les prolongations. Le match va se finir au tir au but.
Une séance de pénalty pour l'histoire. Après 3 pénaltys marqués de part et d'autre, c'est à Cristiano Ronaldo de s'avancer face au gardien tchèque. Après un match parfait, le Lusitanien voit son tir arrêté et tout Londres se met à rêver. 4 partout au tableau d'affichage, John Terry a 7 balles de match. Mais le gamin de Chelsea va malheureusement glisser et rater son pénalty. Les 5 premiers pénaltys ont été tirés, place désormais à la mort subite. Kalou Anderson et Giggs marquent, vient le tour d'Anelka. Le Français s'élance, Edwin van der Sar s'interpose, c'est fait. Manchester United remporte sa 3e Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est logiquement hélium du match et s'en ira, à la fin de l'année, remporter son tout premier Ballon d'Or. Merci Benjamin pour ce beau souvenir. C'était un grand match. Vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je me souviens de où j'étais quand je l'ai vu. C'était chez moi. C'était vraiment un match magnifique et un Cristiano Ronaldo au sommet de son art. Merci beaucoup Benjamin. On passe tout de suite au quiz final. Le principe est simple, 5 questions, 5 réponses évidemment. On lève la main messieurs pour y répondre, je compte les points. Et à la fin de l'année, il y aura un gagnant parmi tous les chroniqueurs. On va commencer tout de suite avec la première question. À combien s'élève le salaire annuel brut de Kylian Mbappé? C'est sorti hier. Albin lève la main. Annuel, alors je vais faire les calculs, je crois qu'on est à 20 millions. 20 Non, Non, justement, il y a on des parle en chiffres. brut. Il y a des chiffres qui sont sortis avec des extras. C'est sorti hier, une idée Benjamin peut-être? 44 millions. C'est beaucoup plus messieurs, à Marc? 160 millions. Ouh là c'est vraiment excessif. Non, moi je l'ai. 120. Non, c'est 72. beaucoup. Non, c'est quand même moins. C'est quand même moins. 72. On est voilà, exactement. Le montant s'élève à 72 millions. C'est nos confrères du Parisien qui ont sorti cette info. Selon eux, c'est le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde. Mais pour ceux qui trouveraient ce montant démesuré, et à juste titre, sachez qu'après impôt, le salaire annuel d'Mbappé descend à 32,4 millions d'euros, offrant au passage 30 millions d'euros à l'État français. Merci Kylian, comme on dit. Deuxième question. En ce moment, il y a le tournoi de Halle, de Bâle, pardon, excusez-moi, c'est Bâle en ce moment, Qui arrive. avec Manarino qui s'est qualifié. Il se passe des choses en tennis, hein. Mais le tournoi de Bâle a été remporté combien de fois par Roger Federer? Benjamin? 11 fois. 9 fois. Non. C'est à Une dernière tentative. Célian? 2 fois. Non. 8. Et non, c'était 10. 10 fois plus exactement comme à Halle. Sur ces terres, Roger était imbattable. Hein. De toute façon, en Suisse, Comme à Halle. comme voilà. à Halle. Voilà. Il a remporté 10 fois Halle et 10 fois Bâle. Ouais, c'est c'est quand ça. même c'est exceptionnel. Troisième question, messieurs, on passe au basket, la NBA. Qui est le meilleur marqueur de la saison pour l'instant? Je vous laisse deviner. On laisse, Alors moi, on laisse Marc-André peut-être. Marc-André, Une- le connaisseur. Une Non. tentative. Non, je vois Un joueur en forme sur ce début de saison. pas. Moi je dirais, Oui, Benjamin. si je peux, Joel Embiid. Non. En grande difficulté, jouer l'Embiid depuis Les Sixers. depuis le début, Mais, le début de saison. Marc-André, peut-être une tentative? Non, j'ai vu qu'il avait mis 33 points cette nuit. Peut-être Curry. Non. Non, trop Non, évident. c'est Jason Tatum, évidemment l'ailier des Celtics avec 34,7 points de moyenne. Vous ajoutez à cela 8 rebonds et 3 passes et vous avez là un joueur en mission vraiment pour amener les Celtics le plus loin possible. Revanchard hein, depuis la finale perdue face aux Warriors évidemment. Question numéro 4, on passe au rugby. Qui est le leader du top 14 actuellement? Facile. Marc? Stade Toulousain. Exactement Marc. Bonne réponse. Est-ce que le Stade Toulousain va succéder à Montpellier? On ne sait pas. En tout cas, gros début de saison avec 9 points d'avance quand même sur leur dauphin, le Stade français. Donc vraiment, le Stade Toulousain Oui. réalise un... On peut dire merci les Toulousains. Merci les Toulousains, évidemment. Ça m'aurait étonné de vous. Dernière question, messieurs. Question qui peut paraître simple, mais il faut l'avoir. Qui est l'actuel meilleur buteur de la Serie A en football? De la Serie A. Allez, on va essayer. Je dirais Mertens, allez. Non. Osimhen. Non plus. Une dernière tentative. Léao. Léao. Non plus. Immobilier. Ça va vous surprendre. Ah non, je sais. Je vous le dis, ça va vous surprendre. Oui. On va tenter pour rigoler parce que j'ai vu qu'il a marqué 2 doublés en 2 matchs. Adrien Rabiot. Non. Ah non. Ça c'était peut-être la meilleure blague de l'émission. C'est Marco Arnautovic, messieurs, avec 7 réalisations après Stoke City et West Ham où il a affiché son meilleur niveau. Il est parti en Chine pendant 2 ans. Il revient à Bologne et il fait les beaux jours de la formation bolognaise. C'était difficile. Conclusion, il faut aller en Chine. Il faut aller en Chine et il faut La revenir. Chine, voilà. Parce que ça vous La ça vous sauce forme. a pris. La Oh sauce oui. Bologne. Merci. Oui. On l'avait dit, on Très avait fort. annoncé que vous étiez un amoureux des mots. Merci messieurs en tout cas pour ce délicieux moment, c'était parfait. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés chez vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bande Touche. Merci. 1, 2, 3.
2, 3.